Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco. Bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr, Casting Call. Maluma, Balvin, Karol J, Daddy Yankee, les pionniers du reggaeton ont une personne en commun, c'est elle. Comment cette magnifique latina est devenue l'attachée de presse la plus influente du milieu latino en France? Journaliste. Étant moi-même sud-américaine, vous imaginez que je suis heureuse, ravie et fière de recevoir une femme indétrônable dans le milieu latino en France. J'ai l'immense plaisir de recevoir Claudia Ben aujourd'hui. Claudia, hola. Hola Soledad, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai les larmes aux yeux. Muchas gracias, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ? Alors oui, c'est vrai. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours eu un rêve et un projet en tête, c'est de faire briller l'Amérique latine ici en France. Bon, je vous raconterai mon histoire, mais en tout cas, je viens de très très loin. Mais lorsqu'on dit que les rêves deviennent réalité, je pense que c'est vrai, oui et non. Je pense qu'ils deviennent réalité si on y travaille très dur et si on ne lâche jamais en fait. Où as-tu grandi ? Alors j'ai grandi à Strasbourg, je suis née à Strasbourg. Ma maman, elle est péruvienne, mon papa français. Et en gros, ma vie, c'est toujours départagée entre le Pérou et la France. Alors, quel genre d'enfance tu as eu ? Alors, c'était une enfance, je pense, heureuse. En fait, j'ai toujours grandi avec mes deux parents. J'étais fille unique jusqu'à mes 8 ans. Et j'ai toujours grandi entre l'ambiance franco-latina. Sauf que quand j'étais petite, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comme cela existe aujourd'hui, donc du coup je comprenais pas trop tous ces mélanges-là. Par exemple, ma maman qui avait une certaine personnalité, mon père une autre, du coup il y avait toujours ce choc culturel. Ma maman très protectrice, mon papa un peu plus cool avec moi, du coup je comprenais pas trop tout ça. Mais bon, après en grandissant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait tout simplement du choc culturel. À quel âge as-tu découvert le Pérou ? J'ai découvert le Pérou quand j'étais petite. En fait, je suis née à Strasbourg et lorsque j'avais 2 mois, en fait, mes parents, en fait, ils ont pris la décision qu'on parte au Pérou, histoire que je sois vraiment imprégnée de la culture. Et je suis rentrée quand j'avais j'étais petite, j'avais 2 ans et demi. Alors, lorsque je raconte ça à mon entourage, moi, je dis toujours avec fierté que j'ai grandi au Pérou, mais on me répond toujours, mais grandi, tu te souviens de rien. Mais je me souviens de beaucoup de choses, en fait. On va pas parler psychanalyse et pédiatrie, mais on sait bien que de 0 à 3 ans, c'est là où on se crée, on se forme son identité. C'est vrai. C'était une parenthèse. C'est vrai. Et alors après, quand tu reviens à 2 ans et demi en France, là, une scolarité française, mais tous les étés, juillet, août, tu partais. Et tu partais où ? Je partais à Lima. Alors, en fait, j'ai fait mes études en France. En fait, lorsque j'avais 4 ans, j'ai intégré l'école internationale de Strasbourg. Donc, en gros, moi, j'étais en section espagnole. On était 25 par classe. Et parmi les 25 personnes, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes qui étaient franco-latinos comme moi. Et le reste, c'était des Espagnols, en fait, leurs parents, c'était des militaires de l'Eurocorps. Uh-huh. Donc, j'ai toujours grandi dans cette ambiance-là. Donc, toujours en quête de chercher les personnes qui parlaient espagnol comme moi ou qui avaient le même vécu que moi. Et après, donc juillet-août, de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, c'était à Lima, donc la capitale du Pérou. En plein hiver ? En plein hiver, parce que c'est l'hiver là-bas. Bon, l'hiver à Lima, c'est, je ne sais pas, 16, 17 degrés. Uh-huh. Mais du coup, c'est un peu bizarre pour moi. Tu vivais en hiver toute l'année ? Quasiment toute l'année, car quand je rentrais en septembre à Strasbourg, je voyais mes amis qui revenaient bronzés et moi, j'étais toujours blanche. Et on me disait, mais attends, mais t'es pas partie au Pérou ? Là-bas, c'est l'été toute l'année. Sauf qu'en gros, c'est un peu les clichés de l'Amérique latine. Donc, en gros, je partais quand c'était l'hiver, oui. Et ta maman, chez toi, elle écoutait de la musique, des folklores. Quel type de musique est-ce qu'elle écoutait ? Ma maman, elle a toujours écouté beaucoup de salsa, beaucoup de cumbia. Donc, du coup, j'ai toujours grandi avec ces musiques-là. Elle écoutait beaucoup Carlos Vives. Et en gros, c'est un peu le cliché de la latina. Mais ma maman, elle cuisine en chantant, elle fait le ménage en dansant. Donc, du coup, j'ai toujours grandi dans cette ambiance-là. Sauf que parfois, en fait, je me souviens, parfois, tu as les voisins qui venaient toquer la porte pour qu'on baisse un peu le son. Donc, du coup, c'était, pour moi, je comprenais pas. Pour moi, c'était un peu malaisant. Mais maintenant, en grandissant, j'adore. C'est intéressant, la double culture. On en parle tellement. La double culture. Toi, tu te sens. Est-ce que tu peux choisir entre française ou latina ?
C'est vrai que c'est assez compliqué comme question. Lorsque j'étais petite ou jusqu'à mon adolescence, en fait, bizarrement, je me sentais très, très péruvienne. Même si je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai fait mes études ici, j'avais toujours ce besoin de revendiquer ma culture latina péruvienne. Et maintenant, en grandissant, après tout ce parcours, je me sens vraiment moitié-moitié. Je pense que 50% française, 50% péruvienne. La double identité. On peut être les deux. On peut être les deux, mais je pense que j'ai les deux côtés. Pour certaines choses, je suis très latina, je pense. Je dis, je suis très expressive, c'est toujours too much. Si je suis heureuse, je vais rire. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Je m'en fous qu'il y ait des gens, pas des gens et tout. Après, le côté français, c'est le côté peut-être un peu carré, la rigueur. Donc, je pense que ouais, les deux personnalités peuvent se mélanger. Et tu rêvais de quoi? Tu pensais devenir... avais-tu un métier en tête petite? Toujours, j'ai toujours voulu être journaliste. Ah, c'était vraiment ton désir. Oui, mon plus grand rêve. Alors, raconte-nous ce parcours. Comment es-tu devenue journaliste? C'est un très long parcours. En gros, je pense que lorsque j'avais peut-être 13-14 ans, on me demandait souvent ce que je voulais être, donc je disais journaliste. Sauf que moi, en fait, je suis de Strasbourg, je suis d'une petite ville moyenne. Là-bas, à Strasbourg, on a les institutions européennes, on a quelques médias, mais ça reste des médias régionaux. Et c'est vrai que c'était un parcours qui était... ça va me faire pleurer. Mais c'est vrai que c'était un parcours qui était très, très dur, semé d'embûches, parce que j'ai beaucoup grandi avec ma maman. Mes parents, ils ont divorcé. Donc, ma maman, même si elle s'est intégrée en France, elle a toujours eu cette vision... Ils ne connaissaient pas les codes, c'est ça? Elle connaissait elle connaissait les codes français, mais pas vraiment les études, parce qu'elle a fait ses études au Pérou. Donc, pour elle, journaliste, elle m'a dit, quand je lui ai annoncé ça, elle m'a dit « Pisa tierra, marche... » Comment on pourrait traduire pisa tierra en français? Pisa tierra, oui, pisa tierra, c'est compliqué à traduire. Pisa tierra, camina, marche sur la terre. Marche sur la terre, c'est-à-dire arrête de rêver. Reviens sur terre, arrête de rêver. Exactement, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit arrête de rêver. Pourquoi? Pour elle, c'était trop? Pour elle, en fait, pour être journaliste en France, faut vraiment... Parce qu'elle a vraiment les clichés du journaliste qui passe sur France Inter, qui est hyper calé, politique, culture. Elle voyait que... Et c'était trop? Pour ma maman, oui. Alors que moi, j'avais des bonnes notes en cours, mais c'est vrai que j'étais pas la meilleure, j'étais pas la number one en cours. Je lisais l'actu, mais c'était pas ma passion. Moi, ma passion, ça a toujours été la culture, la musique, les théâtres, les expos. Alors que pour ma maman, être journaliste, elle me disait, mais alors, vas-y, alors récite-moi, quel parti politique, qui est ce politicien-là? Elle me montrait des photos dans les magazines. Elle me dit, si je te montre cette photo-là, c'est qui? C'est quel député? Donc moi, je savais pas répondre. Et ma maman, elle me disait, mais t'es sûre que tu vas être journaliste? C'est très, très élitiste en France. Alors, tu fais quoi? Tu décides de faire quoi? Du coup, j'écoutais, mais c'était très dur pendant mon adolescence parce qu'en gros, ma maman, elle y croyait pas vraiment. Et je pense qu'elle avait peur que je me lance dans un domaine qui soit trop dur ou que peut-être je gagne peut-être pas assez. Donc en gros, j'ai continué donc le lycée, donc je gardais toujours cette idée en tête. Et peut-être quand j'avais 16 ans, j'écoutais beaucoup de reggaeton à ce moment-là. Je dis à ma cousine du Pérou, je lui dis, tu sais, ma maman, elle veut pas que je sois journaliste, mais moi, je sais qu'un jour, moi, je serai avec Daddy Yankee. Wow. Moi, je sais que moi, je vais être avec les artistes portoricains. Tu l'as dit, tu l'as pensé? Je l'ai dit, mais j'ai juste dit à ma cousine, je lui ai dit que dans 10 ans, tu me vois où? Dans 15 ans. Elle me dit, moi, je te vois à Miami, je te vois avec Daddy Yankee, moi, je te vois avec tous ces artistes-là. Je lui dis, moi aussi, tu verras qu'un jour, je vais interviewer ces artistes-là. J'aime ce genre d'histoire. La volonté de la passe, c'est absolument divin. J'adore, c'est ce que j'entends toujours au micro. Vous entendez les auditeurs? Allez-y, rêvez et dites-le. Et donc? Il faut le dire, parce que je pense que si on le prononce pas, en fait, je pense qu'il faut quand même dire ses rêves à voix haute, mais pas n'importe qui, car les personnes ne sont pas toujours... Se le dire à soi-même déjà, en se regardant, c'est ce qu'on appelle les affirmations positives, et ça fonctionne, c'est la magie de la vie. Et alors? La magie de la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, j'ai fini mon lycée. Après, du coup, j'ai fait une licence de langue. Et là, c'est vrai que... Comme on fait toutes. Tu as aussi fait une licence de langue? Oui, dès qu'on parle de langue, on va dans les licences de langue. C'est vrai. En fait, j'avais besoin de faire une licence, donc je me suis lancée dans une licence de langue. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'avais 2-3 amies qui étaient très bienveillantes avec moi, plus des franco-latinas ou franco-espagnols qui me soutenaient beaucoup dans mon projet. Sauf qu'auprès de ma maman, ça passait pas parce qu'elle me disait... Encore moins le reggaeton, parce que rappelez-vous, maintenant c'est mode le reggaeton. Mais on parle de quoi? Il y a 15 ans, le reggaeton, c'était un peu associé au bad boy et c'était pas très bien vu. C'était pas très bien vu. Et en plus de ça, c'est pas la même génération. Donc, ma maman comprenait pas. Donc, moi, ce qui se passait, c'est qu'en gros, moi, j'étais une élève très studieuse. Donc, je révisais beaucoup. Mais lorsque je révisais, je mettais du reggaeton à fond dans ma chambre. Et ma maman, elle toquait à ma porte. Elle me disait, mais on s'en fout de ça. Qui va demain
est-ce qu'on va t'interroger sur Daddy Yankee? Est-ce que demain, on va t'interroger sur Bissing et Yandel? Je dis, demain non, mais un jour, oui, on m'interrogera dessus. Moi, je serai avec eux. Et ma maman, elle me disait, mais arrête et tout. Mais elle me fait, mais arrête, t'es dans les nuages, là. Elle me fait, mais journaliste en France, c'est journaliste politique, économiste. Personne s'intéresse à ça. C'est marrant, ces mamans latinas et leurs exigences culturelles. C'est très dur, c'était très, très dur. Mais donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en licence, 3e année de licence, on devait donc choisir un stage. Et moi, en fait, tous mes camarades avaient trouvé leur stage en avance parce qu'ils avaient une tante, ils avaient un cousin qui avait une entreprise. Moi, en fait, à vrai dire, je viens d'une famille qui est assez modeste. Donc, moi, j'avais aucun contact dans le milieu. Le seul contact que j'habitais à Strasbourg, c'était l'animateur d'énergie qui m'avait accepté parmi ses amis Facebook, mais on s'était jamais parlé, jamais rencontré. J'étais une fidèle auditrice d'énergie, donc moi je participais à tous les concours pour aller à tous les concerts. J'ai vu tout plein, j'ai vu Shaim en concert, Sheriff Alouna. Ah, t'étais ultra active. J'étais ultra active dès que j'étais ado, donc du coup j'écris à l'animateur d'énergie, je dis écoute, moi je suis en 3e année de licence, je rêve d'être journaliste, j'ai envie d'être journaliste, j'écoute énergie depuis plus de 10 ans, je connais toutes vos playlists, je connais tous vos artistes, moi j'ai envie de faire un stage chez vous, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit bon écoute, je te mets en contact avec la rédac. Du coup, ils m'ont fait passer un entretien le jour de mon anniversaire en 2013, je me souviens, donc c'était à plus de 10 ans. Et là, du coup, on me donne la réponse 2 jours après et ils m'ont dit que parmi les 5 personnes qui ont postulé au stage, qui trouvaient que ma personnalité convenait le mieux. Donc, en gros, j'annonce à ma mère, elle me dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, Énergie à Strasbourg. J'ai fait, mais bien sûr. Donc, du coup, je commence mon stage chez Énergie. Et là, tu as quel âge? Là, j'avais 21 ans. 21 ans, donc je commence mon stage chez Énergie. Tu vois, dans ces histoires, c'est ce que j'aime. C'est que en écoutant la radio, en participant au concours, finalement, tu as commencé à te former. Oui, en prenant du plaisir. Indirectement, mais oui. Indirectement, et à tisser des liens aussi. C'est ça, en fait, c'est un milieu où il faut tisser beaucoup de liens, c'est vrai. Et le stage commence donc? Le stage commence donc ça se passe, donc c'était donc 2 mois à la rédac d'Énergie Strasbourg. Donc là, en gros, moi, je pensais que j'allais faire partie des concerts, qu'on allait me présenter les artistes, alors que pas du tout, c'était vraiment 100% journalisme. J'ai beaucoup, beaucoup appris, on m'a formé au métier de la radio, à faire des montages radio, comment est-ce qu'on mène une interview, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on mène une interview, comment est-ce qu'on l'écrit, donc j'ai été formée. Et après, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de plus d'expérience, parce que j'avais beau avoir ma licence, mais pendant la licence, en gros... Donc, tu l'as eu, ta licence? Ah oui, donc après, j'ai eu ma licence, j'ai validé donc mon stage, et après, je me suis lancée dans un master. Donc là, c'est un master 1 à Paris. C'est un master de médias internationaux orienté vers la presse hispanique. Sauf qu'en gros, je suis restée vivre à Strasbourg parce que les prix à Paris étaient trop élevés. Je ne pouvais pas me permettre de payer un studio plus mes allers-retours. Donc, en gros, je me suis lancée dans un rythme de vie qui était très compliqué pour une jeune fille de 21, 22 ans. En gros, j'habitais à Strasbourg. En même temps, je faisais un stage dans une radio locale. En même temps, je travaillais dans un resto en tant que serveuse le soir. Et je faisais 2 allers-retours à Paris la semaine. Donc, je me réveillais à 4-5 heures du mat pour faire mon master. Ah, le master était à Paris. Le master à Paris en vivant à Strasbourg. C'était quoi, un master journaliste? C'est un master de médias internationaux orienté vers la presse hispanique. Donc, ça se rapprochait au journalisme, mais c'était pas vraiment du journalisme pur brut. Ok. Et là, tu avais déjà cette note de... Parce que je te trouve très limite quand tu dis je suis latina. Je suis latina, voici ma culture, je vous la partage en France. Il y a quelque chose, limite revendication. Tu avais déjà cette fougue et cette envie de partager, de faire connaître la culture latino? Toujours, parce qu'en fait, déjà, j'ai eu le double parcours international depuis mon plus jeune âge. Mais je pense aussi que c'était cette envie de faire partager à mes amis français. Car lorsque j'étais ado, j'allais au collège, je mettais le Walkman, donc je mettais les chansons de Daddy Yankee, de Luis Fonsi. Donc c'était le CD à l'époque, je faisais écouter ça à mes copines. Et je disais, ouais, ça c'est Daddy Yankee, c'est une grosse star en Amérique latine. Et mes potes, ils connaissaient pas, ils me disaient, ah, je connais pas et tout. Donc j'ai essayé de leur faire apprendre l'espagnol avec les paroles. Et j'ai essayé de leur montrer quelques vidéos les peu vidéos qu'il y avait sur YouTube. Donc je pense que c'était toujours ce partage-là et aussi vouloir rompre les clichés, car en fait c'est vrai que les amis français, ils avaient toujours cette image que quand je partais au Pérou, j'allais peut-être mettre un poncho, enfin ils comprenaient pas trop ce choc culturel, donc je pense que j'ai toujours eu envie de partager tout ça avec mes amis français aussi. Et après ce master, qu'est-ce qui se passe? Alors après le master, ce qui se passe, c'est que j'ai enchaîné les stages et en fait à savoir que toutes mes années pendant les études de mes 18 ans jusqu'à un peu avant que j'arrive à Paris, en fait quand je faisais mes études, je voyais que les plus grosses stars du reggaeton ou les plus grosses stars de la musique latina venaient à Paris.
Sauf que moi, j'habitais à Strasbourg. Donc, en gros, moi, ce que je faisais, c'est que moi, j'étais tellement fan de Daddy Yankee, j'admirais ces artistes-là. En fait, plus que les admirer, c'était une façon de me connecter avec la culture latina. Pour moi, en fait, c'était vraiment revenir à mes origines, écouter la musique que j'écoutais quand je partais au Pérou et les voir en concert. Pour moi, c'était dingue. Savoir qu'une grosse star comme Daddy Yankee venait à Paris, c'est un truc de fou. Donc, moi, ce que je faisais, donc j'habitais à Strasbourg, j'étais étudiante, je travaillais en tant que serveuse. Donc, je mettais l'argent que j'avais, je le mettais de côté pour les concerts. Donc, je payais mon aller-retour à Paris, ma nuit d'hôtel et je venais toute seule parce que personne ne pouvait m'accompagner. C'était trop cher pour mes amis qui étaient étudiantes. C'était des gros budgets pour des week-ends. Donc, je venais, je faisais la queue à partir de 7h du mat devant le Zénith. Wow. Je commençais à parler avec les fans. Et j'aime tellement entendre ce genre d'histoire parce que tu faisais à 7h du matin, tu faisais la queue. 7h sur place avec les fans. Pour le concert du soir. Pour voir mon idole, Daddy Yankee, de près, pouvoir chanter avec lui. Et alors ? Alors, donc, du coup, ça c'était, je crois, en 2012, première fois. Donc, je prends le train depuis Strasbourg. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes parce que ces concerts, c'était dur. Moi, j'avais 21 ans, j'allais à Porte-la-Villette toute seule. Je ne savais pas comment faire pour rentrer. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits. J'ai déjà réservé un hôtel à côté de Porte-la-Villette sans savoir que c'était un quartier qui était un peu chaud. Je me suis déjà retrouvée encerclée. Je me suis retrouvée dans des situations très, très dures juste pour pouvoir être auprès de mon idole, pouvoir être dans le milieu latino. C'était très dur. Donc, en 2012, donc, je voyage toute seule. Je fais Strasbourg-Paris. Donc, je vois mon idole Daddy Yankee, première ligne, tout devant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ce concert, je vois que tout le public part. Mais je pense que dès ma jeunesse, j'étais très déterminée. Je savais que je voulais être journaliste, que je voulais interviewer cet artiste-là. Audacieuse, déterminée, courageuse. J'essayais, mais j'avais cette envie passionnée en moi. Et l'envie, voilà, on en revient toujours à cette envie. En fait, je voulais partir de Strasbourg, je voulais partir de cette ambiance-là. Je voulais à tout prix venir à Paris, mais je ne savais pas trop comment faire. Je voyais que la vie, elle était trop chère ici. Donc, en gros, 2012, j'étais en licence. Attends, tu racontais que au concert de Daddy Yankee, tout le monde partait. Oui, donc ça, fin du concert, donc super concert, je suis en première ligne, tout le monde part. Et là, en gros, je vois que l'accès au backstage, j'avais repéré un petit rideau. Et là, je vois que le vigile part. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Yeah. Je suis rentrée dans les backstage. Et là, qui je vois? Je vois le danseur de Daddy Yankee. Du coup, je m'approche, je fais « Ah, salut, c'est toi le danseur ?» Il me fait « Ouais, comment tu sais ?» Bien évidemment, moi, j'avais repéré tout le monde sur les réseaux. Okay. Il me fait « Ouais, c'est moi. » J'ai fait « Écoute, j'ai vu qu'il y a un after. » Après, il me fait « Ouais, en effet, et tout, il y a un after. » Et j'ai fait « Écoute, moi, j'adorerais venir à l'after et tout. Comment je peux faire ?» Il me fait « Écoute, on se retrouve là-bas. » Et là, en fait, du coup, je me suis dit « Bon, ok. » Alors, moi, dans ma tête, je pensais que vu que j'avais parlé au danseur, il allait me repérer quand j'allais aller sur place, alors que pas du tout. Ils sont dans un carré VIP. Donc du coup, ce que je fais, je connaissais pas Paris. C'était un after show dans les Yvelines, donc à 2 heures de Paris. Donc dans les backstage, je retrouve un groupe de filles portugaises qui pensaient que j'avais gagné un concours, que j'avais un bracelet spécial pour être dans l'after, alors que pas du tout. J'ai fait oui, je fais aussi partie des gagnants, oui. Ils me disent, tu sais quoi, monte avec nous dans la voiture. Là, j'appelle ma mère, je fais « Maman, je suis dans la voiture avec des filles portugaises. Je vais à l'after party de mon idole, Daddy Yankee. » Ma maman, elle me fait « Mais tu sais où est-ce que tu vas? C'est dans les Yvelines. » Ma mère, elle fait « Relève la plaque. Prends des photos discrètement des filles. Tu peux pas monter comme ça. » Du coup, je me retrouve dans les Yvelines. Là, il était allé 1h du mat. Et là, je vois donc dans la boîte en question qu'il y a mon idole qui arrive avec ses danseurs et tout. Donc moi, de loin, je suis là, wouh! Bref, en gros, bien évidemment, l'idole m'a jamais regardé, ses danseurs non plus. Et là, en fait, je vois que Daddy Yankee monte sur une petite scène, il se présente. Et moi, en fait, je me lance sur la scène. Je fais Daddy, c'est moi. Là, on me pousse. Et là, en fait, le vigile m'a demandé je me suis dit, OK, en fait, je ne peux pas me comporter comme ça. Bref, donc j'ai essayé de faire profil bas. Là, sauf qu'en gros, il était 6h du mat. J'étais à 2 heures de Paris. Je dormais chez une amie de ma mère et je me suis dit, OK, comment je fais pour rentrer? J'avais 5% de batterie. Ma mère, affolée à Strasbourg, elle me dit, tu sais quoi, je te commande un taxi. Le taxi coûtait 150 €. Elle m'a dit, écoute, moi, je suis prête à te payer ça. Sauf qu'en gros, le taxi ne veut pas venir jusqu'aux Yvelines, t'es trop loin. Faut que tu essayes de trouver un autre moyen. Et là, en gros, j'ai trouvé un covoiturage, un couple portugais qui m'a ramené jusqu'à une gare. La gare m'a emmenée vers un autre métro. En gros, j'ai eu 2 heures de trajet jusqu'à arriver chez l'amie de ma mère. Et quand tu vivais tout ça, tu étais comment? Heureuse de la soirée que tu avais passée ou t'étais un peu déchue? Comment tu te sentais? Ah, du tout. Pour moi, c'était une adrénaline. Moi, j'étais tellement heureuse. Même si j'étais qu'une simple fan et même si j'avais pu toucher le doigt de mon idole, pour moi, c'était dingue. Voir Daddy Yankee, la star internationale, à Paris et que moi, je lui donne la main, c'était dingue. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'était pas le moment, mais le moment arrivera que je le rencontrerai, le moment arrivera où je vais l'interviewer. Mais je pense que dans ma tête, je me disais que ce moment-là allait arriver peut-être si j'avais 45 ans et si je vivais à Miami, mais jamais je me suis dit que j'allais pouvoir développer ce projet
depuis la France. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Incroyable. Et alors, quand est-ce que les choses ont basculé? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même en collaboration avec Molosco. Tu vas nous raconter toutes tes collaborations, mais à quel moment tu t'es professionnalisée? Et voilà, il y a une petite anecdote que j'aimerais que tu nous la racontes. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment très important dans ce domaine de se professionnaliser, car autour de moi, je vois beaucoup de fans, mais pour être pris au sérieux, il faut bien évidemment se professionnaliser. Donc une fois que j'ai fini mon master, j'ai enchaîné beaucoup de stages à Strasbourg qui n'avaient pas vraiment un lien avec l'Amérique latine. C'était plus des médias locaux, des radios locales, mais j'ai beaucoup appris sur le terrain. Après, je t'avoue que beaucoup de journalistes avec qui j'ai travaillé m'ont un peu découragée dans mon projet. Beaucoup me disaient, mais pourquoi tu veux parler de l'Amérique latine? Nous, on est à Strasbourg. Enfin, toujours les mêmes C'est commentaires, marrant, ces petits les mêmes bâtons remarques. dans les roues qu'on vous met toujours, que vous soyez animateur télé ou comédien, n'écoutez que vous. N'écoutez que vous, ça c'est vrai. Et est-ce que ça te déstabilisait quand on te disait ça? Je pense que ça me rendait plus forte, mais en même temps... Tu commençais à douter. J'ai jamais douté, j'ai toujours cru dans ce projet-là et en moi, mais c'est vrai que les mauvaises vibes comme ça me rendait triste. Je rentrais souvent larmes aux yeux, pleurs, mais ma détermination était plus forte que tout. Donc beaucoup de journalistes m'ont dit, mais pourquoi tu veux parler de l'Amérique latine? On est à Strasbourg, tu sais, pour être toujours les mêmes choses. Pour être journaliste, il faut être très calé politique, très culture, bref. Donc j'enchaîne les stages. Alors que là, tu intervenais en tant que visionnaire, parce que tu restes aujourd'hui en France une des rares attachées de presse journalistes dans le milieu du latino. Non, mais lorsque Carole G, elle vient à Paris, c'est avec toi qu'elle va à Montmartre, oui, c'est pas vrai. Avec quelqu'un d'autre. Tu couvres l'événement de Maloum, on en parlera. Oui. C'est toi. Alors, tu étais visionnaire finalement. C'est vrai, en fait, je ne me rendais pas du tout compte. Je pense qu'à cette époque-là, je voyais ce projet-là comme quelque chose de grand, mais je ne me suis jamais dit, je suis visionnaire. Parce qu'à l'époque, est-ce que Shakira, Jennifer Lopez, tout ça, est-ce qu'elles étaient si célèbres que ça? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai boom. Mais il y a 16 ans, moins. Alors, Shakira et Jennifer Lopez ont toujours eu leur place jusqu'à présent, mais c'est vrai que tous ces artistes-là, Maluma, Karol G, c'est vraiment les nouveaux artistes. Mais par anecdote, moi, par exemple, quand j'étais petite, ma référence, c'était J-Lo. Donc, moi, je me sentais vraiment identifiée à elle, genre avec une photo d'elle au-dessus de mon lit. Donc, à chaque fois, je la regardais, je la contemplais. Je savais que tôt ou tard, ça allait finir par payer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, après mon master, donc, j'enchaîne les stages. Je suis toujours à Strasbourg. Et là, en gros, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre à Strasbourg. Enfin, j'adore ma vie, mais je vais pas pouvoir développer ici mon activité autour de l'Amérique latine. En plus de ça, tous les events ont lieu à Paris. Et je me suis dit, OK, il faut que je trouve le moyen pour partir. Peu importe si j'ai pas d'argent. Mon compte, j'étais même pas à zéro. Hein. J'étais à moins 200, je crois, sur mon compte à ce moment-là. J'avais aucun argent de côté. Bref, et je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai pas envie d'être journaliste radio. Moi, mon rêve, c'est de travailler à la télé. J'ai besoin de communiquer plus avec les gens, même si j'aimais beaucoup la radio. Donc, en gros, j'ai trouvé une école à Paris qui s'appelle l'Académie audiovisuelle. Donc, c'était 1 an de... Je ne sais pas si tu la connais, cette école. Bien sûr qu'on la connaît. C'est vrai? Oui. Du coup, j'ai passé un casting, un concours pour faire partie de cette école. En gros, je me trompe ou c'est Richard Jouffour? J'ai un doute. Oui, c'est lui qui m'a formée. On les connaît très, très bien et c'est des gens très bien. Absolument. Franchement, l'école, elle est top. En fait, c'est 1 an... Ils forment toutes les animatrices. Oui, Richard, qu'on embrasse. J'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est vrai. Il est adorable, Richard. Moi, j'ai beaucoup appris dans son école. Donc, en gros, j'avais vu ça sur Internet. Donc, c'était 1 an pour être journaliste télé. Donc, un an où il y avait moitié des cours sur un plateau télé et moitié des cours en pratique. Et là, tu montes à Paris. Tu t'installes à Paris. Alors là, avant de m'installer, déjà, donc j'avais le concours à passer. Donc, j'en parle à mon papa. Alors, mon papa, bizarrement, en fait, il m'a toujours soutenue dès mes débuts. Il me disait toujours, toi, t'es ma J-Lo. Toi, t'es la J-Lo. Toi, t'es ma J-Lo de Strasbourg. Toi, t'es la J-Lo de la famille. C'est trop bien, les papas comme ça. Mon papa, il était hyper aimant. Il m'a toujours soutenue. Ma maman, elle y croyait. Elle avait peur. Elle avait très peur, je pense. Donc, mon papa, il me dit, tu sais quoi, tu vas passer ce casting-là. Je t'accompagne avec ma voiture. On va dormir sur place parce qu'il y avait un frère qui habitait là. Du coup, il m'accompagne. Je finis donc le casting en question. Et pour moi, juste le fait de rencontrer un journaliste qui avait son école, pour moi, c'était dingue. Je n'avais jamais rencontré avant. Du coup, il me fait passer le casting. Et à la fin du casting, moi, je pensais que j'allais avoir la réponse 1 semaine après. Et là, il se lève, il me donne la main, il me fait « Bienvenue à Paris, tu pourras enfin déménager. Tu fais partie de mon école. » Bravo. Donc, du coup, là, je sors en larmes. Mon papa, il me prend dans les bras et tout. Donc, 1 an de formation. 1 an de formation. Mais d'abord, j'avais 2 mois pour déménager de Strasbourg. Donc, sachant que j'avais pas de loyer à Paris, je savais pas où j'allais vivre. Je raconte ça à ma mère. Ma mère affolée. « Oh là là, tu vas faire comment? Avec quel argent? Comment ?» Je dis à ma mère en espagnol « No me importa. Mi fuerza es no tener nada. » Donc, ma force, c'est de ne rien avoir.
Donc ma mère, elle me disait, oh là là, Dios mío, dans quoi tu t'embarques, pourquoi, comment et tout. J'ai fait, maman, c'est pas grave. Moi, je vais faire cette école et quand je finis l'école, moi, moi, dans ma vie, dans ma tête, je me suis dit, moi, c'est à la télé. On va me voir à la télé, on va me voir développer mon projet. Ma mère, donc, affolée, je trouve mon logement à Paris, à Saint-Maur-des-Fossés. Mon père m'accompagne, hyper mignon. Il est venu avec sa voiture. On a pris toutes mes valises, mes meubles, hyper mignon. Mon père, il m'a soutenu à fond. Il m'a dit, moi, je crois en toi. T'es une battante. T'as toujours bossé depuis ton plus jeune âge. T'as jamais rien attendu de personne. Moi, en fait, j'ai jamais vraiment demandé de l'argent à ma famille. Moi, l'argent que j'avais, le seul argent, c'était... Celui que tu ramenais en étant serveuse. En étant serveuse, en faisant mes boulots d'étudiant, on va dire, où ça se passait pas toujours bien. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et plus on active comme ça, écoutez ce qu'on vous raconte. Faites, parce que ça apporte de la chance et ça produit. C'est vrai. Et c'est absolument merveilleux. Et là, tu t'installes dans cet appartement. Du coup, je m'installe à Saint-Maur-des-Fossés, donc une coloc avec des étudiants. Donc très vite, donc je me suis dit, ok, donc je suis arrivée à Paris, il faut que je fasse quelque chose. Donc je développe donc la formation à côté. À côté, je me trouve un boulot en tant qu'assistante dans un centre d'affaires, donc rien à voir. Mais en même temps, donc je cumulais avec ma formation, j'essayais de me former à fond. Donc je me suis dit, ok, si je veux qu'on prenne au sérieux à Paris, il faut déjà que j'essaye de me professionnaliser au max. Je peux pas me comporter comme la fan qui va au concert, qui se réveille à 6h du mat, où je dois le faire pour moi, mais je peux pas montrer ça. Donc du coup, je finis la formation. Et moi, en fait, je pensais qu'à la fin de la formation, je me suis dit, OK, on va me repérer les meilleures émissions et tout. C'est très rare qu'on vous repère. C'est vous qui devez avoir un objectif et y aller. C'est ce qu'on dit toujours. Exactement. Moi, je ne savais pas, j'étais plus jeune, donc je me suis dit, OK. On pense toujours qu'on va venir nous cueillir. Alors, pas du tout. En fait, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je dois vous dire, c'est qu'en fait, personne va te déballer le tapis rouge. En fait, c'est à toi d'ouvrir ton propre tapis rouge, on va dire. Donc, en gros, la formation se finit. De là, j'ai commencé à bosser. J'avais trouvé une radio qui s'appelle Radio Capsao. C'est l'équivalent de Radio Latina à Lyon. Connais, ouais. Tu connais aussi. Ouais. Bon, du coup, j'étais leur correspondante. Je faisais des reportages toutes les semaines, donc 100% radio, autour de la culture latina à Paris. Donc, toutes les semaines, donc, je vais interviewer que ce soit des chanteurs, des danseurs. Donc, exemple d'interview. Salut à tous, je vous présente José, qui est danseur de salsa de Cali. Donc, raconte-nous tout, José, c'est quoi la salsa? Donc, j'interviewais avec mon micro. Génial. Donc, je me suis dit, c'est super. Donc là, j'ai enfin un pied avec, j'ai enfin un lien avec l'Amérique latine. Sauf qu'en gros, au bout de 2 ans de radio, je me rendais compte que le projet était cool, mais moi, je voulais l'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers la vidéo. Les formats radio étaient trop courts. 1 minute d'interview, c'était trop court. Donc, en gros, à côté de la radio, je bossais toujours dans un centre d'affaires. Je gardais des petits, donc j'enchaînais. Mes rythmes étaient très élevés. Je me réveillais à 5h du mat, je me couchais à minuit. J'enchaînais 3-4 boulots en même temps pour pouvoir vivre à Paris, car la vie est très chère à Paris. Et du coup... au bout d'1 an, de 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que les stars venaient toujours, sauf que cette fois-ci, en gros, Daddy Yankee venait plus dans les Yvelines, les showcases n'étaient plus... C'était au Zénith. C'était au Zénith de Paris, dans les salles à Paris, et je me suis dit, OK, je dois faire quelque chose. Donc là, au moins, j'avais le prétexte d'avoir une radio qui était derrière moi. J'avais au moins le prétexte de pouvoir dire, OK, je suis journaliste pour cette radio en question. Et là, les portes s'ouvrent. Commence à s'ouvrir peu à peu. Après, pas tant que ça, parce qu'en gros, c'était une radio qui se trouve à Lyon, l'audience n'était pas si élevée, mais moi, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de vendre cette radio-là. En fait, je me suis dit, il faut que je donne tout. Donc là, qu'est-ce que je vois? Donc 2016, il y a De La Ghetto, donc c'est un des pionniers du reggaeton qui arrive à Paris. Et là, je me dis, OK, moi, j'ai envie de l'interviewer. Si j'arrive à avoir des interviews avec d'autres personnes de Paris, pourquoi pas lui? Donc en gros, ce que je fais, donc j'en parle à une amie. Et elle me dit, OK, tu as envie d'interviewer De La Ghetto, mais est-ce que tu as son contact? Je fais, non. Elle me fait, tu vas faire comment? Tu connais quelqu'un à Paris? Tu connais qui dans le milieu? À part ton prof et... pour moi, les seules références dans le journalisme en 2016, c'était Richard Joffo, mon prof, et les élèves, mes collègues qui avaient fait la même formation, je connaissais personne. Et je lui ai dit, tu sais quoi, t'inquiète pas, on a 2 semaines, dans 2 semaines, je trouve le contact, dans 2 semaines, on est avec De La Ghetto. Elle m'a dit, oh là là, t'es folle, vas-y. Donc du coup, là, j'ai commencé à regarder Instagram, Facebook. Vous menez l'enquête. J'ai mené l'enquête, je me suis retrouvée sur Enquêter, rechercher, comprendre. Vous savez que c'est ma devise. C'est la devise. Enquêter, c'est beaucoup d'enquêtes ce boulot-là, donc j'ai trouvé un mail d'un booking, j'ai écrit, bien évidemment, on ne me répond pas. De là, j'ai trouvé beaucoup de numéros de booking. Et en fait, le dernier numéro... à chaque fois qu'on me répondait, c'était des numéros aux États-Unis. Donc, en gros, au bout de 2 semaines d'appeler d'un booking à l'autre, je tombe sur une voix qui me fait « Allô ?» en espagnol. Et là, je lui réponds, je fais « Salut ». Donc, je réponds en espagnol. C'est Claudia Ben. J'avais déjà trouvé mon nom, prénom. C'est Claudia Ben. Je suis la journaliste latina de Paris, alors que personne ne me connaissait. Ma radio, mon rédacteur en chef m'a demandé d'interviewer De La Ghetto, alors que personne n'avait rien demandé. Donc, voilà, j'ai juste envie de mettre au clair les formalités. Donc, voilà, je sais qu'il va faire un showcase à Paris, comment est-ce qu'on fait?
Et là, le gars, il me fait, ah, bah, écoute, c'est quoi le nom de la radio? Donc, je dis Radio Capsao. Il me fait, mais c'est quoi? J'ai fait, c'est la radio latina de France, la plus écoutée et tout. Il me fait, ok, bah, écoute, why not? Je te donne le numéro directement du manager, je te laisse voir avec lui. À ce moment, du coup, le concert de De La Ghetto arrive. C'était un peu loin et tout. Bref, j'avais pas de caméra. Donc, il y avait un collègue qui avait fait mes études, qui avait sa caméra. Il se lançait dans le milieu. Je lui dis, écoute, j'ai envie d'interviewer une star du reggaeton. J'ai besoin que tu m'accompagnes avec ta caméra. Il me dit, ok, mais tu vas publier cette interview où? Parce que toi, tu bosses pour une radio. J'ai fait, c'est pas grave, on l'a publié sur les réseaux. Il me fait, ouais, mais t'as des abonnés, t'as un compte. Parce que moi, t'as juste ton compte perso avec 200 abonnés. Enfin, tu vas mettre ça où? J'ai fait, c'est pas grave, on s'en fout et tout. Tu m'accompagnes. Du coup, je suis allée sur place avec ce gars en question, avec une amie en question. Et là, on se pointe donc devant la boîte de nuit. Là, le videur est là, il me fait, oui, bonjour, vous êtes? Je fais, bon, alors bonjour, moi c'est Claudia Ben, je suis la journaliste et je viens interviewer De La Ghetto, la star. Il me fait, mais moi je vous connais pas et tout, je vous ai jamais vu. J'ai fait, ah mais si, mais bien sûr qu'on se connaît. Moi je suis une habituée, moi je viens toujours ici. Par contre, donc le manager de La Ghetto qui s'appelle donc Eric, donc c'est le manager de La Ghetto de l'époque, c'est le manager actuel de Rauw Alejandro. Il m'a dit qu'avec grand plaisir pour l'interview. Par contre, là il fait hyper froid, il fait moins 5 degrés, donc pour poser ma caméra, si vous pouvez juste ouvrir les backstage, s'il vous plaît. Et là, il me dit, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. J'ai fait, ah si. Moi, à chaque fois que je fais une interview, c'est dans les backstage. Il me fait, ok, je suis désolée, bien sûr, passez. Et là, je me retrouve avec mon équipe, donc mes deux potes. On se retrouve backstage de La Ghetto. On se retrouve sur place. Et là, ma copine elle me dit, mais j'y crois pas, en fait. On est dans les backstage. J'ai fait, tais-toi et tout, fais genre et tout, souris, sûr de toi, confiance. Et là, tu as la star qui arrive. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Hein. J'adore. Quelle est ta plus belle rencontre? Écoute, ma plus belle rencontre, j'en ai eu plusieurs, mais il y a une rencontre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup impactée. Bon, j'en ai deux. Je pense que c'est Manuel Turizo, c'est un chanteur de reggaeton colombien que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui était juste... En fait, la plupart du temps, lorsque j'interviewe les artistes, on a 10 minutes top chrono pour les interviewer, donc on n'a pas trop le temps d'échanger. Mais avec lui, c'était différent. On est resté plusieurs heures ensemble. Il m'a parlé de son parcours, de sa famille. Et c'est vraiment un gars qui vient d'une petite ville en Colombie, qui s'est donné à fond, donc qui m'a beaucoup inspirée. Et une autre rencontre que je trouvais super belle, donc avant qu'elle soit connue, c'est Karol G, que j'ai rencontrée en 2017. On a l'impression que tu es amie avec elle, je me trompe? J'adorerais être amie avec. Non, on n'est pas amis, mais on se connaît. Je l'ai interviewée pour la première fois en 2017 quand elle est venue en France. Et là, il y a 1 mois, je l'ai accompagnée dans sa tournée des médias, Fun Radio et Énergie en tant que traductrice. Alors finalement, parce que tu es attachée de presse, journaliste, tu fais de la traduction également, tu couvres des événements. C'est quoi un quotidien, une journée type chez Claudia Ben? J'ai pas vraiment de journée type. En fait, maintenant, je suis 100% freelance, donc je me suis lancée en tant que journaliste et attachée de presse freelance. Mais ce qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de journée type. En fait, on s'ennuie jamais. Mais je travaille beaucoup depuis chez moi. Mais par exemple, une journée type, en ce moment, je travaille avec Los Productions, c'est une boîte de prod, donc je travaille en tant qu'attachée de presse, donc des concerts latinos, donc de Maluma et de Rauw Alejandro. Mais en fait, une journée type, c'est je me réveille, je sais pas, ça dépend des jours. Mais en tout cas, dès que je me réveille, je regarde mes mails, je check les réseaux sociaux. Et j'essaye donc de voir toute l'actu musicale. Et après, du coup, je contacte directement Los Productions pour leur faire quelques propositions de partenariat. Ou après, du coup, parfois, je cale des interviews. Enfin, tout dépend. J'ai pas de Et aujourd'hui, tu as accès à absolument tous les artistes. Si demain, tu veux interviewer une personne, c'est faisable. Raconte-nous quel est ce partenariat avec la télévision Molusco. Comment on le prononce, Molusco? Oui, Molusco TV. Alors, Molusco, c'est le journaliste référence de Porto Rico. Il est connu dans toute l'Amérique latine. C'était un ancien acteur qui a lancé sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 2 millions d'abonnés. Donc, lui, il a vraiment toutes les previews. Donc, en gros, lui, il interviewe Maluma dans son jet privé. Il interviewe Rauw Alejandro dans son jet privé, bref. Et en gros, j'ai commencé à travailler donc, en tant que journaliste indépendante pour quelques médias en Amérique latine sans qu'il y ait vraiment d'impact ou de visibilité, mais c'était ma façon pour moi de me faire connaître. Je travaille pour Web Reggaeton, qui est une page basée à Paris. Et après, donc depuis l'année dernière, en gros, j'ai contacté l'équipe de Molusco. Je leur ai proposé d'être leur correspondante ponctuellement et ils m'ont dit que oui. Et puis voilà, donc avec eux, je travaille ponctuellement. Donc quand il y a des artistes qui viennent, notamment Nicky Jam. Et du coup, ils sont vraiment cool. Est-ce que tu es arrivée là où tu voulais être? Pas encore à 100%. J'ai encore beaucoup de projets. Tu te vois comment dans quelques années?
Je pense que dans quelques années, je me vois... Enfin, moi, mon plus grand rêve, ce serait que Paris ou que la France devienne latina. Moi, je rêve qu'on voit... comme on voit des kebabs ou des sushis partout, je rêve que les Français mangent latino. Je rêve qu'un pote français me dise, tu sais quoi, ce midi, on va manger un ceviche. Mais tu sais qu'on en vient. Le ceviche, les restaurants de Villa Micuna ou et le Roméo, on va embrasser nos amis Jiménez et Michel Neveu qui font un carton chaque soir. C'est étonnant d'ailleurs comment cette musique, elle devient très populaire finalement. Énormément. Je pense que la musique a toujours été là, mais je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Et notamment depuis le boom de Despacito en 2016, Daddy Yankee et Luis Fonsi, je pense qu'ils ont ouvert beaucoup de portes à l'international. Et je pense que maintenant, pour los latinos, c'est nuestro momento, c'est notre moment. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, que ce soit dans l'événementiel, les concerts, la culture ou la gastronomie. On en voit de plus en plus, mais je sais que ça va continuer d'évoluer en tout cas. J'aimerais que tu nous parles de la place de la femme dans ce milieu reggaeton. Le milieu du rap américain, etc. C'est souvent, même en France, je suis parfois étonnée des paroles. C'est un peu misogyne. Qu'en est-il de la femme latine ? Alors, je pense que la femme latina, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui ne se laisse pas faire. Je pense qu'on a beaucoup de clichés, je ne sais pas, de la femme soumise, de l'homme macho. Donc, c'est vrai que c'est une culture, moi je trouve, en tant que Française, qui est un peu machiste, mais les temps sont en train de changer. En tout cas, je pense que la femme latina, c'est une femme qui est déterminée, qui a du caractère. C'est la femme qui, je pense, qui comment on dit, en fait, qui s'assume. Qui s'assume, en fait. Qui s'assume. Toi, en tant que femme journaliste face à ces hommes du milieu du reggaeton, est-ce que ça t'a posé problème d'être une femme ou au contraire ? Peut-être à mes débuts, oui. Je pense beaucoup parce que lorsque j'ai commencé à interviewer ces artistes de reggaeton, en fait, c'était que... toutes les personnes qui m'entouraient, c'était que des hommes. L'artiste est un homme, son manager un homme, le producteur un homme. Et en fait, j'avais affaire qu'à des hommes. Donc, je pense qu'au début, ça a été dur vraiment qu'on me respecte. Parce que là, je venais avec mes copines qui m'aidaient à filmer. On était tout en jupe, pantalon. Donc, en gros, au début, j'avais quelques petites remarques comme « Ah, salut », une petite drague par-ci, par-là. Et moi, en fait, j'ai toujours mis une distance en mode « Salut, enchanté ». Moi, j'ai interviewé l'artiste. Et je pense que ça a pris du temps pour vraiment me faire respecter et poser un cadre. Mais je pense qu'à partir du moment que tu arrives à mettre des distances et vraiment à faire comprendre que tu viens pour bosser et pas pour draguer ni pour faire des rencontres, les gens vont te prendre au sérieux. Celle qui a mis au clair les choses par rapport à la position de la femme latina, c'est Shakira. Avec sa dernière chanson dédiée à son ex. Oui. Elle est incroyable, cette chanson. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'admire beaucoup Shakira et son parcours. Je pense que c'est une femme qui est très forte, qui a vraiment de très belles valeurs et c'est une femme qui s'assume. Je sais que beaucoup de personnes l'ont critiquée, beaucoup de personnes... je pense qu'elle a reçu un gros soutien d'une grosse partie de la communauté, mais je sais que beaucoup de personnes l'ont critiquée, pourquoi elle raconte sa vie. Moi, je trouve que c'est vraiment super ce qu'elle fait, vraiment s'assumer et aussi pouvoir dire, OK, les femmes, on est fortes, on n'a pas besoin d'hommes, on peut s'assumer toute seule. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Et cette femme forte et audacieuse, tu l'incarnes merveilleusement bien. Dire que tu vas couvrir l'événement de Maluma, alors c'est un concert dans le cadre d'un festival alors ? Oui, c'est ça en fait, c'est le 21 juin, donc c'est à Vienne, donc juste à côté de Lyon. Alors à vrai dire, c'est le concert de Maluma sous le cadre d'un festival et en gros c'est plus Maluma qui invite des guests dont Lali. Et moi en fait je serai sur place en tant qu'attachée de presse, donc là on bosse à fond sur ce concert-là et j'espère vraiment que vous allez pouvoir venir. Est-ce que tu aimes bien Maluma ? Si j'aime bien Maluma, je l'aime. Merci Claudia Ben et bonne chance. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias a ti Soledad. Merci beaucoup pour cette Gracias, opportunité. Claudia.